Le métier d'AESH est une pièce absolument indispensable du système éducatif français. Et pourtant, cette profession manque cruellement de reconnaissance, aussi bien financièrement que socialement. Aujourd'hui, je reçois Marion qui nous partage son expertise. Elle nous raconte les rouages et les enjeux de sa fonction. Avec un regard pointu, beaucoup d'implications et parfois une colère bien légitime, elle partage avec moi ses réflexions concernant la réalité du terrain et le cadre aberrant imposé par un ministère hors sol. Un épisode qui, j'espère, permettra de mettre un coup de projecteur sur les AESH dont nous avons tant besoin. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que tu vas passer un bon moment, parce que le but c'est aussi un moment de partage et de discussion. Avant de commencer, est-ce que ce serait ok pour toi de te présenter en quelques mots ? Tout à fait. Voilà, j'ai 32 ans et je suis AESH, donc accompagnante d'enfants en situation de handicap. Donc ça c'est mon métier principal et j'ai un métier secondaire qui est tarologue. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'AESH et puis à la fin, on fera quand même un petit détour par ton second métier passion, puisque c'est aussi très intéressant. Et puis, je sais que pour toi, c'est quelque chose d'important, donc je tiens à ce qu'on puisse en parler aussi. Pour revenir sur le métier d'AESH, donc tu nous as donné à quoi correspondait l'acronyme. Est-ce que tu pourrais nous détailler, s'il te plaît, en quoi ça consiste pour les gens qui ne connaissent pas du tout ? Oui, tout à fait. Donc je suis là pour œuvrer à l'inclusion sociale et scolaire des enfants. Que ce soit, ça peut être au collège, à l'école primaire, en maternelle ou bien au lycée, ce qui est plus rare. D'accord. Ah oui, je savais pas que l'accompagnement pouvait durer comme ça pendant si longtemps, enfin une période si longue dans la scolarité. Oui, c'est plus rare. Je n'ai jamais fait au lycée. D'accord. Donc est-ce que ça veut dire que, je commence déjà à digresser par rapport à mes questions, est-ce que ça veut dire que une personne dont le métier est d'être AESH peut être amenée à accompagner un enfant dans n'importe quel lieu scolaire en fait ? Tout à fait. Ok. Oui. Est-ce que ça nécessite une spécialisation ou est-ce que c'est le métier inclut ? Le métier inclut tout type de parcours au niveau des élèves. On ne nous demande pas forcément une spécialisation, cela peut être aberrant d'ailleurs, compte tenu des profils que nous pouvons accompagner bien sûr, mais non, ce n'est pas requis. On a une formation où nous survolons en 60 heures tous les champs, une partie des champs du handicap. D'accord, donc la formation elle va être plus axée sur les handicaps en eux-mêmes que sur le contexte, c'est-à-dire c'est pas forcément différencié l'accompagnement d'un petit enfant en maternelle ou celui d'un ado en collège ou en lycée ? Oui, c'est assez succinct. Nous parlons des handicaps, mais pas forcément de façon contextuelle. D'accord. Donc finalement, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait sur le terrain ? Oui, énormément. Le terrain est formateur et nous forge et c'est ce qui est incroyable dans ce métier. Alors, faut pas avoir d'ego. C'est la remise en question. La remise en question, elle est prépondérante pour pouvoir faire ce métier. Donc, il faut vraiment avoir une humilité et une réflexion pour pouvoir faire ce métier. D'accord, voilà. C'est intéressant, oui, parce que ça requiert quand même des capacités, des aptitudes, des compétences personnelles. Des compétences humaines. Ok. Bien sûr. Intellectuelles, oui, et humaines. Voilà. Et c'est souvent minimisé, malheureusement. Et pourtant.
Et pourtant, c'est la base. Oui. Oui. Ok. Alors, on va parler un petit peu de toi, si tu veux bien. C'est une question un petit peu personnelle, donc tu y réponds dans la mesure de ce que tu as envie de partager. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, à faire ce métier ? Alors, il y a un mélange entre mon parcours et mon profil. Voilà, il y a une dualité entre mon parcours et mon profil. Je pense que je peux en parler. J'ai un trouble anxieux assez sévère que j'ai apprivoisé au fil du temps. Et je pense que les personnes qui sont confrontées à l'anxiété peuvent parfaitement aider les personnes qui en ont besoin, par connaissance de la problématique. Au travail, je suis une autre personne, je me transforme. Je suis vraiment très différente. Et il y a un lien avec mon parcours, parce que j'étais partie pour faire des études littéraires, j'étais partie pour faire une fac de lettres, et à cause de mes angoisses, j'ai dû arrêter mes études. Et je me suis dirigée un peu fortuitement dans le métier d'AESH, qui m'a énormément plu au fil du temps. D'accord. Parce que je me retrouvais dans les qualités qui étaient requises pour pouvoir exercer le métier. D'accord. Voilà. Ok, c'est très intéressant. Je vais rebondir sur deux choses. La première, c'est que j'ai lu récemment un article qui parlait de l'estime de soi et du bien-être personnel. Et en fait, il expliquait que aider les autres et être tourné vers l'autre, ça peut être un très très bon moyen justement de se sentir bien et d'avoir une plus grande estime de soi. Et là, dans ce que j'entends de ton parcours, j'ai le sentiment que quand tu es dans ton travail, bah peut-être que c'est des moments où tu fais abstraction de toi. Alors, c'est une supposition, hein, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, et que ça te permet d'être tourné vers l'autre en fait, et que ça t'apporte une certaine satisfaction. Et qu'est-ce que tu en penses ? Totalement. Vu sous cet angle, je te rejoins complètement. Ça demande d'être ancré dans la matière, d'être ancré. Il y a une notion d'ancrage qui est importante. Et d'ailleurs, on ramène les enfants pour être concentrés, pour être avec nous, pour être ancrés. Et la notion d'ancrage, pour les personnes qui ont des soucis avec ça, ça peut paraître paradoxal. On peut se dire, mais enfin, comment ? Non, justement. Quand on a connaissance et quand on chemine dans ce sens, on est capable de le faire pour les autres. Ouais. Je Voilà. vois tout à fait et je trouve pas ça paradoxal, je trouve que c'est ça fait sens. Ça a son sens. Et la deuxième chose, c'est en discutant avec des collègues accompagnants, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que pour bien accompagner quelque chose, il faut l'avoir vécu, et d'autres qui disent que le risque en l'ayant vécu, c'est de coller un peu toi ce que tu as ressenti à la situation. Qu'est-ce que t'en penses toi ? T'as l'air de dire que justement tes troubles anxieux t'ont permis d'avoir des clés de compréhension dans ta manière d'accompagner les enfants. Tout à fait. Ah mais complètement. De connaître, de se mettre à la place, la capacité d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Alors je ne dis pas pour autant qu'il faille avoir traversé certaines choses pour être capable de le faire. Pas forcément et heureusement, parce que oui. sinon il y aurait beaucoup de bagages dans tous les sens, ce serait un vrai aéroport. Mais je pense que ça apporte un nec plus ultra, ça apporte quelque chose en plus, il y a quelque chose de l'ordre, j'exagère peut-être, mais de l'ordre du sublime un peu. Et il y a l'effet miroir, et il y a plein de procédés psychanalytiques qui se mettent en place et qui permettent vraiment de faire un bel accompagnement. Alors je ne dis pas que tous les accompagnements sont parfaits, loin de là, mais c'est vraiment un propulseur. D'accord. Et l'émotion, pour moi, elle est un propulseur, elle est un vecteur de travail important. C'est intéressant. Alors, on va revenir à du plus concret. Même si là, ce qu'on vient de dire, c'est quand même assez concret, mais il y a un petit côté quand même philosophique, oui. Comme tu disais, psychanalytique. Mais on va revenir à des choses plus, disons, matérielles. Est-ce que tu pourrais nous décrire, en gros, comment se passe une journée pour toi ? Oui. Alors, je vais essayer de faire un condensé. Ok. C'est pas forcément aisé de tout résumer. Je parle d'émissions tout de suite ou je peux déjà parler d'émissions ? Comme tu préfères, oui. Fais comme ça. À savoir que nous avons plein de missions à accomplir. Donc, mission de mise en sécurité,
mission de socialisation, donc veiller à ce que l'enfant, bien sûr, puisse nouer des liens dans son entourage, que ce soit des liens sécurisants, veiller au respect des règles et des consignes, des règles de vie pour vivre en communauté, donc ça commence à l'école. Veiller bien sûr à l'intégration des consignes de travail, donc on peut séquencer par plusieurs façons, hein. Alors je suis très créative et je pense que la créativité c'est essentiel pour être à ESH, de trouver des solutions à chaque fois. Donc je dirais faut vraiment avoir des capacités d'organisation et d'appréhension des problématiques, enfin avoir un petit côté, je vais pas dire un côté médium mais presque, on pourrait le voir comme étant logique, hein, ce côté-là, mais on fait face à l'intuition et à la fois à trouver des solutions donc, sur le moment. Parce qu'à un autre moment, ça ne marche pas forcément. Parce que c'est à un moment clé, ça marche, et le lendemain, ça peut très bien ne pas fonctionner. Donc on essaye de réfléchir et d'être très créatif. Mission de communication avec l'équipe. Donc que ce soit les enseignants, les ATSEM, parce qu'on travaille avec beaucoup de personnes différentes, que ce soit au niveau du vécu, du tempérament et de plein d'autres facteurs. On a vraiment un rôle qui est tout en nuances et c'est important, je pense, d'avoir des capacités humaines, bien sûr, pour accompagner l'enfant, mais aussi avec les collègues. Parce que la relation avec les collègues elle est cruciale pour bien travailler avec l'enfant. Il faut vraiment être sur la même longueur d'onde. Oui, donc à la fois être attentive à ce qui se passe, aux réactions, à l'état d'esprit, et puis un côté peut-être parfois diplomate. C'est ça, okay. Tout à fait, oui. Une grande adaptabilité pour les changements d'emploi du temps, parce que parfois nous pouvons faire face à des changements d'emploi du temps et ce de plus en plus. Il y a de gros besoins en termes de recrutement, mais pour autant, nous mettons de plus en plus d'enfants pour la même personne. Et ça va malheureusement au détriment des accompagnements. Parce que tout ça, ça demande beaucoup de temps. Et comme nous jonglons d'un enfant à un autre, d'une classe à une autre, le temps, il est forcément réduit. Et on fait tout ce qu'on peut. Donc les changements d'emploi du temps, c'est pas l'emploi du temps de la classe qui change, c'est... Toi, ton emploi du temps, la manière dont on te répartit certains enfants, tu peux être amené à avoir moins d'heures avec l'un, plus d'heures avec l'autre, un enfant en plus qui arrive comme ça en cours d'année. Ok. C'est ça. Oui, du coup, c'est compliqué de nous décrire une journée type. Il y a une journée type, bien sûr, surtout en maternelle, où il y a encore plus de routine. Encore une fois, le métier, il change selon l'environnement. C'est encore cette histoire d'adaptation. Oui. Mais en maternelle, il y a vraiment une journée type, c'est vrai, avec des routines. Donc l'enfant, pour parler de la journée, l'enfant arrive, j'emmène l'enfant aux toilettes parce que je veille aussi à son hygiène. Okay. Voilà, donc on emmène l'enfant aux toilettes, donc lavage de mains. Et puis ensuite, l'enfant entre dans la classe, dit bonjour. Retrouve son étiquette avec son prénom, va la poser donc selon l'endroit dans lequel elle doit être déposée. Et après, il y a un temps d'accueil où l'enfant peut jouer. Alors après, cela dépend des enseignants. Parfois, ils rattrapent du travail. Souvent, on essaye de rattraper un peu du travail. Et moi, j'essaye de couper, entre guillemets, la poire en deux, de faire un temps de jeu pour que ce soit pas trop brutal en arrivant. Oui. C'est important. Et après, parfois c'est avec le timer, selon si j'ai le timer et selon le type de profil. Et après, un moment de travail. Et ensuite, il y a le temps de regroupement où l'enseignant ritualise avec la date, donc avec la bande numérique, reconnaissance des noms, reconnaissance des jours. Parfois, il y a des comptines. Ça dépend vraiment aussi de la manière... dont laquelle l'enseignant va travailler. Mais il y a quand même une journée type en maternelle. Ensuite, ils auront des temps d'atelier, ce qu'on appelle des temps d'atelier, donc un temps pour travailler, avec une récréation qui est parfois avant ou après, selon bien sûr la taille de l'école et les emplois du temps de chaque classe et chaque enseignant. Voilà, grosso modo. Et ensuite, après la récréation, parfois un autre travail selon encore les classes. Et le temps méridien. Donc ça veut dire que toi, tu es toujours à côté de l'enfant. Ou est-ce qu'il y a des moments où quand tu es dans une journée avec un enfant en particulier, tu es toujours avec cet enfant, tu es toujours à côté de lui, ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'éloignes un peu Alors je veille à m'éloigner pour son autonomie, parce qu'encore une fois...
Il y a un enjeu dans notre métier, c'est... Enfin voilà, ils sont dépendants bien sûr selon le degré du trouble ou du handicap, mais il faudrait que cette dépendance elle s'amenuise et que la corde elle s'élime au fur et à mesure pour arriver à ce que l'enfant puisse se débrouiller et faire face à sa journée. Donc j'essaye de me mettre en retrait quand c'est possible. D'accord. Et on essaye de le travailler tout au long de l'année. C'est tout un dosage d'étayage, de présence. Il y a une histoire de doser selon la concentration. Alors j'en ai un qui était ça et qui a des troubles de la concentration associés à son trouble, qui font partie du trouble. Il est très content de travailler avec moi, mais il faut tout le temps le recentrer sur la tâche parce que il va partir sur des petites choses par terre, ou sur ce qui se passe derrière, ou au plafond. Et du coup, je vais être un peu essentielle pour lui. Je vais être un petit peu ses yeux. Alors pas sa main parce que il n'a plus besoin de moi pour écrire, mais je vais être... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je fais un petit pont. J'en parlais avec une psychologue un jour. Elle me disait parfois l'enfant aussi quand l'enfant rejette à un moment donné, c'est parce que pour eux on est le prolongement de leur corps. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et même au niveau positif de la chose, on est un peu leurs yeux, on devient, on se transforme. On a un métier où on se transforme toute la journée en fait. Ok. Je reviens juste sur TSA pour les gens qui ne sauraient pas, ça veut dire trouble du spectre autistique. Oui. On utilise ce terme parce que effectivement il y a différentes façons d'être autiste. Enfin, c'est très mal dit, c'est très maladroit comme j'ai dit ça, mais il y a différentes formes d'autisme. Voilà. C'est ça. Voilà, il y a différentes formes. Ok, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. J'étais en train de... je rebondis pour dire il n'y a pas de problème, pour dire que finalement, nous nous transformons toute la journée. Il y a un petit côté magique quand même. Magique dans le bon comme dans le mauvais, parce qu'on nous demande d'avoir la baguette magique parfois, tout en réduisant notre temps auprès de certains enfants pour nous en donner d'autres, pour accompagner 4-5 enfants avec des profils d'ailleurs de plus en plus parfois compliqués à gérer, qui parfois relèvent d'IME, donc d'instituts médicaux éducatifs, voilà. Et c'est vrai que ce n'est pas nous qui statuons de cela, et encore une fois il y a des lois, et encore une fois il y a beaucoup d'enjeux derrière, et c'est très compliqué de parler de cela. Faut pas être catégorique en fait. Mais la réalité fait que nous avons réellement des profils, des enfants bien sûr, qui sont des enfants avant d'être des profils, mais de plus en plus compliqués à gérer, avec des grosses crises que nous parvenons à gérer, que nous nous efforçons de tout mettre en œuvre pour, de réfléchir, en tout cas pour ma part, vraiment. Mais malheureusement, parfois, la sécurité, il y a des enjeux vraiment trop importants, et malgré tout ce que nous pouvons faire au niveau sensoriel, au niveau... parfois, c'est trop pour eux. Trop de stimuli sonores, visuels, sensoriels. Parfois, selon les personnes que nous avons en face, selon les enseignants, certains arrivent à s'en rendre compte, d'autres non. Et vraiment, c'est pas évident parce qu'on a vraiment ce côté-là où en même temps... Alors, il y a une qualité qui est vraiment inhérente à ce métier, c'est la communication. Il faut vraiment être quelqu'un... faut être un bon communicant. Parce qu'encore une fois, si on ne communique pas avec la personne avec laquelle on travaille et qui est détentrice de sa classe, mais nous, en même temps, on est en relation duel avec ces enfants toute la journée, donc nous voyons parfois certaines choses. Et il y a vraiment un travail, je vais dire, de diplomatie et de communication qui est abyssal, qui est très important. Je rebondis sur cet aspect, toutes les lois d'inclusion des enfants. C'est vrai que ça peut... Dans l'idéal, ça a l'air super de se dire, on va intégrer tous les enfants, quels que soient leurs besoins particuliers, dans une classe entre guillemets normale, parce que l'idée c'est de ne pas créer de différence, de ne pas exclure. Voilà. Ceci dit, quand il y a des structures adaptées, comme tu citais les IME, ça peut être d'autres choses, ne serait-ce que des classes Ulysse, etc.
On peut avoir ce côté, on peut s'imaginer que c'est une manière de mettre des enfants à l'écart, mais d'un autre côté, c'est des structures qui sont particulièrement adaptées, dans lesquelles en tout cas, avant c'était comme ça, il y avait plus de moyens, les classes étaient plus petites, il y avait peut-être des possibilités d'aménager les emplois du temps, etc. Donc c'est intéressant de se poser la question en fait, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et si on souhaite inclure les enfants dans le cadre scolaire et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'institutions spécialisées, pour moi, là je donne un avis personnel, il faudrait qu'il y ait des moyens. Oui. Que ce soit des moyens en termes matériels et humains. Parce Exactement. que oui, on a plusieurs profils compliqués à gérer souvent. Et parfois c'est trop pour une personne. Et encore une fois, la loi en elle-même, elle est noble, elle est belle. Et elle était là pour justement... Parce que c'est ou tout ou rien. Le problème, c'est que dans notre pays, c'est ou tout ou rien. C'est soit on met à l'écart, comme dans les années 50, 60... Et on jette les enfants, entre guillemets, on jette, c'est pas mon avis, mais c'est l'image que ça renvoie. C'était l'image de ces années-là, il y a un côté sombre, où on laissait vraiment ces enfants à part. Parfois même pas scolarisés du tout. Alors qu'il y en a qui auraient pu faire des belles progressions, qui auraient pu avoir une belle inclusion. Et là, maintenant, on est passé de l'autre côté, où c'est vraiment totalement inverse. C'est... l'inclusion coûte que coûte, même si ça exclut la santé de l'enfant, même si ça exclut la santé mentale et physique des accompagnants, même si ça exclut parfois les autres enfants parce qu'il y a trop de violence et que malheureusement, même malgré tout ce qu'on peut mettre en place, c'est insuffisant. L'inclusion, malheureusement, son pendant, c'est qu'elle va jusqu'à l'exclusion de certaines choses. Et alors, oui, encore une fois, qui pour décider ça ? Il faudrait qu'il y ait des éducateurs qui viennent en classe, qui viennent voir, il faudrait qu'il y ait des personnes qui viennent sur le terrain, qui viennent se rendre compte avant de prendre des décisions. Mais encore une fois, c'est budgétaire. On est sur des enjeux budgétaires, donc nous, à côté, et puis il faut savoir que les AESH sont très mal payés. Donc, on va en reparler parce que c'est une question qui est importante pour moi. En tout cas, merci, c'est extrêmement bien résumé. J'essaie, mais j'ai toujours l'impression que c'est pas assez pour vraiment que les personnes aient une photo ou une vidéo en face d'eux, quelque chose de visuel, parce qu'on est sur des mots et il faut le vivre pour s'en rendre compte. Et comme tu le dis très bien, les décisionnaires ne sont pas des personnes de terrain. Oui. Et donc il y a ce décalage entre les idéaux et la réalité. Et puis bien sûr, comme tu le dis très bien également, tant que c'est le budget qui est au centre, et non pas la personne, l'enfant, les personnes, les enfants, c'est clair qu'on fera toujours face à ces difficultés-là, en fait. Ah oui, comme dans le milieu de la santé, et c'est même encore pire, mais on en prend le chemin. Est-ce que tu veux bien revenir sur le côté, sur l'aspect reconnaissance financière ? Oui, tout à fait. Alors j'ai commencé, ça va faire 10 ans que je suis à ESH maintenant, à savoir que j'ai commencé loin de chez moi parce que j'ai pas eu un poste, si j'avais une école qui était vers chez moi, mais j'en avais une qui était beaucoup plus loin, une qui était vers chez moi tout de même, mais une qui était plus loin, et il faut savoir qu'à l'époque j'ai quand même commencé avec 650 €. Donc la première école n'était pas loin, mais la deuxième j'avais des frais d'essence. Donc 650 € pour l'investissement humain. Alors j'avais pas les mêmes profils qu'actuellement, d'accord, mais quand même, on se moque du monde, on se moque du handicap, on se moque du personnel, on se moque de la jeunesse parce que j'étais jeune, on se moque de tout le monde parce que 650 €, alors je veux bien, c'était pas bien sûr un 35 heures, mais tout de même. Et alors maintenant, là c'est totalement aberrant parce que vu la complexité des profils... alors maintenant je suis, si on peut parler de chiffres, maintenant je suis à 1000, mais c'est tout récent. Et quand on voit le coût exponentiel du pouvoir d'achat, ça peut faire frémir. Et encore, je ne vis pas seule. Et j'ai une deuxième activité, mais ça peut faire frémir. Et ça, c'est si on part du principe qu'on ne regarde que le taux horaire, mais comme tu l'as très bien dit, il y a des compétences derrière, il y a un coût en énergie, en investissement... qui est minimisé. Voilà, et c'est dévalorisant. Personnellement, je trouve que ça ne met pas en valeur tout à fait vos compétences. Et puis il y a des heures connexes aussi, des réunions. Alors c'est pas tout le temps, bien sûr, mais bon, il y a quand même des heures, les heures dites invisibles, on appelle ça comme ça.
Donc moi j'ai vraiment écrit heures invisibles de colère parce qu'on les appelle. Elles sont pas du tout considérées. Elles rentrent dans le pas de façon financière, voilà. Ok. Oui, c'est vraiment voilà, c'est ah non mais et tout ça pour rebondir, j'ai une collègue l'autre jour qui me disait qui était contente de ce que je faisais avec l'enfant que j'accompagne, en me disant que bah voilà, il y avait, enfin voilà, avec moi il travaillait bien, etc. Et qui me disait mais enfin je ne comprends pas, il y a de moins en moins d'AESH motivés. Et je me dis mais c'est pas possible en fait qu'une collègue dans l'éducation nationale puisse avoir ce regard. Enfin, ça veut dire que même dans le milieu lui-même, oui. les enseignants mais c'est rare. Ne sont pas forcément... Heureusement, c'est beaucoup plus rare. Okay. C'est même, c'est très rarissime. D'accord. C'est très rarissime, vraiment. Non, généralement les gens qui ont les pieds dedans, entre guillemets, les pieds dans le milieu, savent. Peut-être que les directeurs et directrices sont peut-être plus au fait du fait qu'ils participent aux réunions, aux équipes éducatives, etc. Ils ont peut-être un regard plus objectif sur la complexité de votre travail en tant qu'AESH, je sais pas. Oui, ils le savent, mais... Ils le savent, mais ils ont des directives, donc parfois nos emplois du temps changent. Et oui, ils subissent une pression eux aussi, oui. D'accord. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement du système, c'est-à-dire comment sont gérés les AESH? Est-ce que ça relève de l'éducation nationale ou pas? Est-ce que vous êtes fonctionnaire? Et puis si tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe si vous avez une affectation. Est-ce que vous accompagnez toujours les mêmes enfants tout au long? Enfin, ça fait beaucoup de questions. Est-ce que je peux rebondir juste sur la précédente? Oui, parce que j'ai juste oublié de dire quelque chose d'important quand même concernant les conditions de travail. Parce que je veux vraiment que les gens aient un regard de l'intérieur et non de l'extérieur. Parce qu'on pourrait se dire oui, fonctionnaire, et déjà d'ailleurs nous ne sommes pas fonctionnaires, nous dépendons de l'éducation nationale sans le statut de fonctionnaire. Donc nous n'avons pas entre guillemets, alors j'aime pas le mot privilège, mais nous avons bien sûr les vacances scolaires, mais nous n'avons pas forcément tous les avantages inhérents à l'éducation nationale. Nous dépendons de l'éducation nationale sans être fonctionnaires. Donc nous n'avons pas, ma langue est ripée, nous n'avons pas la sécurité de l'emploi comme certains fonctionnaires. Voilà, ça donc c'est un contrat qui est renouvelable chaque année, qui est renouvelable régulièrement. Oui, il y a ce côté-là, bien sûr, qui est précaire, c'est que nos contrats peuvent être arrêtés, mais on a beaucoup besoin de nous, donc ce n'est pas dans leur intérêt de l'arrêter, mais il y a quand même, on est sur le fil malgré tout, et on reste. Alors l'image est un peu, l'image que je vais utiliser est un peu triviale, mais elle est volontairement choquante. Bien sûr, on est des mouchoirs, Voilà, clairement, nous sommes les mouchoirs de l'éducation nationale. Hein. J'ai pas peur de le dire. Clairement, on se mouche sur nous, on s'essuie sur nous et on pleure quand il y a plus personne et on en demande d'autres. Donc et il faut savoir que nous travaillons. Enfin là, le travail que je fais là d'année en année, c'est vraiment du travail. D'EduxP, je travaille parfois par terre, dans une salle à côté, à califourchon sur un banc, je fais de la contorsion toute la journée. Donc même d'un point de vue ergonomique en fait. Ah oui, totalement, il faut avoir une forme physique, surtout en maternelle, c'est indispensable, mentale, physique, parer aux crises. Personnellement, mon audition diminue avec les effectifs. Est-ce que vous avez... ce que les enseignants n'ont pas, est-ce que vous avez une médecine du travail? Est-ce que vous avez des rendez-vous réguliers on n'a pas de rendez-vous régulier. Okay. J'ai eu une visite et c'est quand j'ai commencé. Et c'était même pas une visite entre guillemets, c'était je devais prendre rendez-vous, j'imagine aussi comme les enseignants, mais j'ai eu seulement une fois. Voilà. Et c'est même dangereux, je trouve, pour les enfants qu'on accompagne, parce qu'en fait, on pourrait mettre n'importe qui, et c'est ce qui se passe parfois aussi. Et ça, c'est pas normal, parce qu'on accompagne déjà des enfants en situation de fragilité, donc c'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant. Du coup, tu vois, tu parlais d'EduxP, tu dis que c'est un travail d'EduxP. Les EduxP, ils ont de l'analyse de la pratique, ils ont des temps où ils peuvent discuter avec des psychologues, avec d'autres... Bah voilà, ça, et vous n'avez pas ça. Ah bah ça m'a cruellement manqué. Ça m'a vraiment cruellement manqué il y a 2 ans. J'aurais vraiment eu besoin. J'accompagnais un enfant autiste sévère qui était en détresse physique, qui avait... alors ils avaient dit une polyarthrite juvénile, mais c'était pas réellement une polyarthrite juvénile, mais qui avait des douleurs très fortes. Donc il y avait beaucoup de cris, il y avait un refus de travail, forcément il y avait des douleurs, il y avait beaucoup de choses qui venaient se corréler, beaucoup de problèmes qui venaient s'ajouter et qui n'allégeaient pas la situation. L'enseignante, on travaillait en partenariat, mais parfois c'était compliqué parce que
Enfin, il y a eu des moments où c'était compliqué, notamment en période Covid. On avait tous nos degrés de peur, etc. Oui. On avait tous... et c'est vrai que cet enfant, parfois, ne comprenait pas pourquoi certaines mesures, d'autres non. Enfin, j'ai vécu un moment très difficile et j'ai failli craquer. Et j'adore mon métier, vraiment. Et je me donne à 200% dans ce que je fais. Je mets vraiment mon cœur dans ce que je fais. Ça veut dire que dans des grands moments de détresse comme ça, où tu aurais eu besoin, ne serait-ce que de pouvoir parler, oui, j'aurais eu besoin. Tu n'avais pas de recours, quoi. Non, à ce moment-là, non. C'était vraiment sur mes deniers personnels, là, si je voulais faire quelque chose. D'accord. Et je n'ai pas pris d'arrêt, mais j'ai fait une crise de spasmophilie sur mon lit de travail. Ouais, le corps a parlé pour exprimer ce dont il avait besoin. Oui, trop de pression. Et je donnais déjà tout et il y avait beaucoup de pression. Est-ce que tu connais le concept de traumatisme vicariant ? Non. En fait, c'est quand tu souffres par procuration, enfin, c'est pas tout à fait ça, c'est que tu vis les difficultés de quelqu'un, et c'est des choses que vivent par exemple les psychologues ou les accompagnants, et je pense que les AESH peuvent également vivre ça, c'est qu'en fait, tu vois de la souffrance, tu vis des choses difficiles, tu vois l'enfant que tu accompagnes vivre des choses difficiles, et en fait, ça a des répercussions sur toi. Tu vois, c'est un peu comme si tu vivais un trauma par procuration. Oui, je vois. Après, j'arrive à mettre de côté. J'ai beau avoir beaucoup d'émotions, parfois j'arrive vraiment à cloisonner. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, plus la période, entre guillemets, la période Covid, ça faisait vraiment beaucoup. On nous a demandé des choses à la limite du possible. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de politiciens, et même aucun politicien qui s'est exprimé par rapport à comment faire avec un enfant autiste à ce moment-là. Je suis d'accord, ouais. C'était ubuesque. Alors après, moi je te parlais de ça, c'était pas pour dire que c'était ce que tu vivais, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a aucune sécurité qui est mise et que ce fait-là n'est pas pensé par les instances, par la... Oui, parce qu'on nous demandait, entre guillemets, de faire respecter à tout prix dans la cour des rues balises. Donc en maternelle, à des autistes, j'avais déjà des crises en classe très compliquées, très impressionnantes à gérer. Là dans la cour ils ne comprenaient pas pourquoi certains jours la cabane, d'autres non, là ça a été vraiment là ça a été compliqué, là ça a été très compliqué et il y a vraiment un manque de considération de toutes ces choses là, de tous ces paramètres. On ne nous a même pas mentionné, on n'a même pas eu la décence de nous mentionner. C'est abject. On a un mépris, et ça va même au-delà des accompagnants. Il y a un mépris du handicap en France qui est impressionnant. On est rarement mentionné, vraiment, mais pour ne pas dire jamais. Et on est des handicapés de l'handicap. Clairement, on est des handicapés de l'handicap. Et quand je dis on, je parle pas des accompagnants, tu l'auras compris, je parle des décisionnaires derrière. Ouais. C'est comme si vraiment il y avait cette j'avais envie de dire absence de volonté. Je sais pas si ça va aussi loin, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Il y a cette absence de volonté d'aller voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est beaucoup plus facile de prendre une décision et de demander aux gens sur place, comme tu disais, d'éponger. On donne des directives et puis débrouillez-vous avec, quoi. Oui. Et c'est vrai que le Covid, ça a été un peu le canaliseur, le moment où on s'est le plus rendu compte des absurdités. Ah oui, totalement. Elles ont explosé à ce moment-là. Et les inégalités n'ont jamais été autant criantes qu'à ce moment-là. Donc pour toi, tu dirais que l'inclusivité, pour l'instant, c'est des grands mots, mais que... Il y en a de très belles inclusions. Okay. Alors là, c'est vrai que j'ai parlé des aspects négatifs. Malheureusement, au début, j'ai commencé par le positif en parlant des profils, etc., des compétences humaines. Et c'est vrai que là, on a parlé un peu des aspects négatifs parce qu'il faut en parler, parce qu'il y a une omerta par rapport à ça dans l'éducation nationale. Il y a plein de choses qui sont totalement tues. Il y a plein de mots qui ne sont pas prononcés, même en ESS, le mot autisme. Je veux dire, il y a beaucoup de... c'est pas un mot qui pique, c'est pas un mot qui est dangereux. Il faut vraiment qu'on travaille le rapport au handicap et aux troubles en France. Il y a vraiment un souci par rapport à ça. Pourquoi ? Les neurotypiques, on les appelle les neurotypiques. Il n'y a aucun souci. On a le droit d'avoir un handicap, d'avoir un trouble, d'être différent. Elle est primordiale, la différence. La reconnaissance, elle commence déjà par mettre les mots. Mais tout à fait. T'as raison.
Elle commence par les mots. Et Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Mais c'est totalement ça, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. On ne nomme même pas. Et parfois, plus les profils sont compliqués, même côté enseignant, faut pas dire, faut pas en parler, faut pas... attention rouge. Je sais qu'il y a cette volonté de ne pas étiqueter, pour ne pas Bien enfermer. sûr, mais c'est pas ça. Mais là, on tombe justement dans les effets délétères de cette volonté-là, de ne pas stigmatiser, etc. Mais du coup, on est un peu dans le déni quelque part. Ah oui, mais totalement. Parce qu'à ne pas nommer les choses, oui. On en fait quelque chose de tabou. Oui, c'est tabou. Tout à fait. Et c'est pas étiqueter, c'est vraiment prendre en compte. On ne prend pas en compte. Et il y a plein de situations, mais alors faudrait... il y aurait tellement de choses à dire. Un podcast de 2 heures. Ah, mais il faudrait un podcast, de 4 heures. On ne prend pas totalement en compte. Et quand on prend en compte, c'est tellement aléatoire on travaille dans l'humain, donc... mais on ne prend pas assez en compte certaines choses. Et on nous demande de prendre en compte sans prendre en compte. C'est-à-dire, en fait, à la fois pas nommer les choses et en même temps ne pas vous donner les moyens pour. Tout un ensemble de choses qui font que tu fais ce que tu peux avec des bouts de ficelle, quoi. Et heureusement, maintenant, je vais pas me lancer des fleurs, mais comme ça fait 10 ans, maintenant, il y a beaucoup de choses que je parviens à faire, même quand c'est très compliqué, mais ça me demande énormément. Je rentre, parfois, je suis épuisée. Et je l'ai choisi, j'adore mon métier, mais c'est vrai que il y a beaucoup on ne parle pas de nous, on n'est pas visible, on n'est pas... c'est frustrant, tout ceci est frustrant. On réduit les heures de certains enfants pour en mettre... Et parfois les parents ne sont pas au courant aussi quand on enlève sur un enfant pour donner un autre. C'est totalement incroyable, on fait des choses... on essaye de colmater. On colmate toute la journée parfois. Des collègues absents pour remplacer, D'accord, on remplace, mais qui nous remplace à ce moment-là pour l'autre enfant ? Et parfois, tout ce qu'on construit, c'est détruit parce que faut aller vers un autre enfant. Donc, il y a des routines qui sont un peu détruites à ce moment-là. On est un peu... on se transforme toute la journée. Alors, j'aime bien ce côté-là, mais ça a ses limites. Surtout quand on sait qu'il y a des enfants, notamment les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, à quel point c'est important pour eux d'avoir des choses fixes, d'avoir des routines, d'avoir des moments de la journée, d'avoir des espaces qui sont extrêmement bien définis, et à quel point le changement, ça peut être perturbant. Alors, c'est pas tous les enfants qui ont ce genre de troubles, mais certains, pour eux, ça peut être très bouleversant et très déstabilisant. Et du coup, de devoir modifier comme ça au dernier moment, sans que ce soit forcément pensé en amont... c'est dévastateur pour... Disons que je te donne les pleins pouvoirs et que c'est toi qui peux décider les choses qu'on peut améliorer. Que ce soit en termes d'organisation, de moyens. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être amélioré et comment toi tu le ferais ? D'accord. Alors il y aurait beaucoup de choses. Déjà, ce serait de... J'essaye de prioriser, mais je sais même pas si je vais vraiment pouvoir prioriser. Que tous les enfants aient un accompagnant, parce que c'est pas toujours le cas, déjà. Donc que tous les enfants, du moins, ayant un besoin, soient accompagnés, parce que parfois, l'enseignant, malheureusement, se retrouve sans AESH, et ça, c'est une souffrance pour l'enseignant. Donc il y aurait ça. Il y aurait le fait que lorsque l'accompagnement, malheureusement, que nous sommes arrivés au bout des capacités inclusives, et que malheureusement... ce soit trop compliqué et trop en souffrance pour l'enfant et le personnel, qu'il y ait une personne qui vienne statuer et prendre une décision dans la classe. Alors pas fait sur une journée bien sûr, parce que faut quand même avoir un regard faut pas avoir un regard superficiel, et c'est trop important parce que ça concerne l'avenir d'un enfant, mais qu'il y ait une sorte d'intervenant d'EduxP qui viennent dire là vraiment le milieu scolaire ordinaire pour cet enfant, ce n'est pas possible, en dépit de la loi Marchand, qui est la loi d'obligation de scolarisation, et pour qu'il y ait vraiment une prise en charge médicale. Je dis bien médicale parce que parfois nous sommes vraiment sur du médical. Quand l'enfant mord, s'arrache la peau et se tape la tête par terre et pleure toute la matinée, là on est sur du médical, on est sur de l'infirmière psychiatrique.
Donc qui est vraiment une personne pour statuer de ça. Donc plutôt que de supprimer les structures, l'idée ce serait d'avoir quand même des structures vraiment spécialisées. Ah oui. Et qu'on puisse même faire venir des AESH dans ces structures. D'ailleurs, qu'il y ait une sensibilisation à ces structures. Parce que parfois, on parle des IME sans connaître. Mais qu'une fois par an, on dise là, on fait une journée. Les enseignants, les ATSEM et les AESH vont voir à quoi ressemble un IME avant qu'on en parle, bien sûr. Parce qu'on peut avoir des avis sur les IME. Mais qu'on puisse aussi visiter pour voir comment ça se passe, pour voir plein de choses, pour pouvoir en parler. Donc, il y aurait ça. Rémunérer plus convenablement les accompagnants parce que nous sommes de plus en plus polyvalents, que nous remplaçons, que nous avons des contraintes physiques et psychologiques importantes. Donc ça passe par la rémunération et par la considération. Peut-être bien sûr aussi s'assurer un peu plus des profils recrutés parce que malheureusement, comme dans beaucoup de métiers, on voit de tout. C'est très disparate, on peut avoir tout type de profil chez les accompagnants et alors ça ne veut rien dire, y a des personnes qui ont eu des parcours chaotiques et qui accompagnent très bien ou qui n'ont pas eu un niveau bagage universitaire très élevé et qui accompagnent très bien également, mais quand même il y a un minimum notamment pour accompagner un enfant dyslexique, on ne peut pas mettre quelqu'un aussi au niveau scolaire, on ne peut pas mettre une personne qui n'a pas de compétences et même chez les enseignants, on voit de tout. Il y a un glissement sur beaucoup de métiers en termes de compétences. En fait, je pense que c'est le même problème concernant les différents métiers de l'éducation nationale. C'est qu'avant, le recrutement était exclusivement, enfin en tout cas pour les enseignants, était exclusivement fait suite à un concours, il fallait des diplômes, etc. Et puis maintenant, à Pôle emploi, on propose des offres d'emploi dans l'enseignement où on ne demande absolument rien. Mais sur des baguettes de pain, un jour, j'ai vu. Ça passe par du marketing maintenant. On passe par du marketing pour recruter. Là, on a atteint un point de non-retour. C'est grave pour l'humain. On n'est pas sur des machines toute la journée. On travaille avec de l'émotionnel, on travaille avec du trouble, on travaille avec des partenaires. Il y a des parents qui sont éprouvés aussi, on n'en parle pas beaucoup des parents. Enfin voilà, c'est vraiment trop important. Est-ce que tu aurais d'autres points encore que tu penses qu'il serait intéressant d'améliorer et comment tu le ferais toi ? Au niveau des remplacements, on ne peut pas nous dire sans arrêt de changer d'emploi du temps. C'est très dévastateur et déstructurant pour les enfants et principalement des autistes en plus qui ont peur des changements. Alors bien sûr, ils seront confrontés aux changements toute leur vie, mais on est justement là pour leur apprendre à être à l'aise avec cela. Alors si on nous enlève du jour au lendemain sans pouvoir les prévenir ou prévenir les parents, on fait l'effet inverse. Ils sont dans une période de structuration. On casse ce qu'on construit. Donc vraiment qu'on arrête de détruire ce qu'on construit toute la journée. Qu'on ait un peu d'égard pour nos châteaux de sable. Parce qu'on travaille avec du sable, avec de la fragilité. Et que les personnes qui ont des gros manoirs en pierre regardent un peu ce qui se passe côté château de sable. On va parler un petit peu justement de la formation. Est-ce qu'il y a une formation continue ? Comment toi tu continues à apprendre, à améliorer ta pratique au quotidien ? Alors nous avons une formation lorsque nous commençons qui est de 60 heures. Il faut savoir qu'à l'époque, alors je ne sais pas si ça a changé, je n'ai pas demandé aux collègues, mais les frais d'essence n'étaient pas pris en compte et donc ça avait lieu à Bourg-en-Bresse. C'était à 1h45 minutes de chez moi. Je n'ai pas du tout eu d'aide concernant ces déplacements. D'accord. Que nous avions cette formation de 60 heures qui était à l'époque qui n'était pas sur notre temps de travail. Ça, je crois que maintenant elle est sur le temps de travail. Alors cette formation est assez succincte parce que nous survolons les handicaps et les troubles. Nous avons quelques intervenants. Alors bien sûr, il y en a qui connaissent très bien leur métier. Je ne critique pas. Du moins les personnes qui font ces formations. Mais nous ne sommes pas dans le concret, nous sommes dans la théorie. Et c'est vrai qu'au début, nous n'avons pas les clés. Alors après, on se fait son trousseau. C'est ce que tu disais tout à l'heure, mais en pratiquant. En pratiquant. Et c'est vraiment... alors bien sûr, la formation, elle est importante, mais c'est vraiment la pratique qui permet de comprendre. Parce que, encore une fois, quand on est sur du trouble ou du handicap, on ne peut pas globaliser, on ne peut pas... Et puis ce qui marche un jour ne marche pas forcément le lendemain.
C'est-à-dire qu'un jour, on peut travailler avec un renforçateur. Donc, à savoir qu'un renforçateur, c'est une récompense pour l'enfant. Hein. C'est souvent utilisé dans les méthodes ABA. Il y a des méthodes qui sont utilisées en IME et nous avons recours à ces méthodes. Enfin, du moins, j'ai recours à ces méthodes parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet, je me suis renseignée. Mais ce qui marche un jour ne marche pas forcément le lendemain. Donc, il faut vraiment accepter ce côté-là. Et alors, il faut aimer le challenge, ça c'est sûr. Hein. Du coup, pour te former, c'est beaucoup de travail personnel finalement. C'est beaucoup d'investissement personnel. Ça passe par les lectures, ça passe par la compréhension du terrain. Alors bien sûr, hein, la formation elle est minime, hein, ça c'est sûr. Mais ça passe énormément par le terrain et par les lectures, les films, par le culturel. J'ai envie de dire qu'on minimise aussi le pouvoir culturel. Mais le pouvoir culturel, il a un rayonnement qui est énorme, que ce soit par les films ou les livres. Et je penserais également à un film que j'ai vu. Alors, je viens de manger le titre. C'était justement sur le milieu éducatif. C'était pas dans les écoles. On montrait des éducateurs. C'était pas entre les murs ou la tête contre les murs ou entre les murs. Je vérifierai puis je mettrai dans les notes du podcast la référence. Mais ça passe par les lectures. J'ai beaucoup lu, c'est Daniel Tammet, donc c'est un autiste savant. Donc on ne travaille pas qu'avec des autistes savants et Asperger, hein, bien entendu, mais on peut, avec les lectures, des lectures et des films, mieux comprendre et mieux appréhender certaines choses. Alors bon, là j'ai cité Daniel Tammet, mais il y aura aussi... le docteur Vermeulen qui a écrit aussi sur Vermeulen qui a écrit sur l'autisme. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. C'est important d'être curieux. Voilà. Et est-ce que vous avez quand même accès à des formations ? Alors, on nous en propose parfois sur notre boîte mail professionnelle, mais elles sont souvent loin. D'accord. C'est souvent sur Lyon. La plupart du temps, c'est à Lyon, donc il faut se déplacer. Ça demande sur notre temps personnel, donc c'est sur l'investissement personnel de la personne. Donc on n'a pas d'aide financière concernant le déplacement, c'est hors temps de travail, voilà. Mais on peut nous proposer sur la boîte mail professionnelle. Quel besoin est-ce que toi tu accompagnes ? C'est-à-dire les enfants que tu as en ce moment, quel profil ? Voilà. Ça peut être très varié. On peut accompagner un enfant trisomique. On peut accompagner un enfant dyspraxique, donc qui a des problèmes au niveau représentation de l'espace, au niveau du sens des choses, au niveau souvent il y a un paramètre de logique, un paramètre mathématique dans ce type de profil. On peut accompagner des enfants TSA, donc des autistes sévères. Parfois mutiques, qui ne parlent pas, qui s'expriment par onomatopée, qui parfois se mettent en danger, se déshabillent. Plusieurs fois dans la journée, escalade, le portail, enfin voilà, on peut accompagner des enfants autistes Asperger, donc qui ont des capacités très élevées, des capacités intellectuelles très élevées, à l'image de Rain Man, hein, qui est un film cultissime, voilà, mais qui est un peu caricatural certes, mais pour représenter un petit peu, on peut représenter et on représente. On peut accompagner et représenter pour faire reconnaître des enfants dyslexiques, donc où il y a une problématique au niveau de l'écriture, enfin voilà, reconnaissance des sons, au niveau de l'orthographe. Un enfant dyscalculique, donc là c'est plutôt centré sur les maths, la logique, c'est plus rare. Un enfant, on peut accompagner un enfant avec des troubles du comportement. Donc parfois c'est entre guillemets éducatif parce qu'il y a eu des gros problèmes familiaux, ou alors parfois c'est associé à un autre trouble. Ça peut être associé à du TDAH, donc trouble du développement avec ou sans hyperactivité. Et souvent ce trouble est associé à d'autres troubles. On a dit envahissant parce qu'il y a la concentration, il y a plein d'autres choses associées. Envahissant pour eux, hein, bien sûr, enfin voilà, c'est le nom du trouble. On peut accompagner des enfants qui ont eu des problèmes de santé, hein, qui peuvent avoir eu un cancer, malheureusement ça arrive, qui peuvent avoir aussi des difficultés motrices ou des retards. Ça peut arriver, bon c'est rarement accordé pour des retards, mais si le retard est vraiment très conséquent et qu'il y a d'autres troubles associés, on peut accompagner des retard de langage, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'associé pour qu'il y ait l'aval de la MDPH.
On peut accompagner des enfants psychotiques, ça peut arriver, donc voilà, avec des grosses problématiques de violence et des dissociations de personnalité. On peut accompagner, enfin vraiment le champ est très large, syndrome du X fragile, enfin vraiment il y a plein de troubles méconnus, on ne pourrait même pas tout citer. Ouais. Du coup c'est vrai que au niveau de la formation, même si on voulait quelque chose d'un peu plus complet, ça resterait quand même compliqué parce que le spectre est très large. C'est très large, c'est très très large. C'est comme si on avait un très grand éventail. Ouais. Et on veut toujours replier cet éventail, mais pourtant il est très grand. C'est en ça que c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, d'être attentive ou attentif aux besoins particuliers de l'enfant, et puis notamment aux variations que lui-même peut vivre d'un jour à l'autre. Et encore une chose qui est aberrante, c'est que parfois nous n'avons pas connaissance du trouble. D'accord. Alors moins maintenant quand même, fort heureusement, mais auparavant il n'y avait pas d'obligation de nous dire, et ce qui est totalement ubuesque, parce que comment développer un axe de travail, une stratégie de travail sans savoir. Alors maintenant on sait avec les années que... Ouais. Mais quand même. Et alors bon, ça c'est quand même moins le cas, mais oui, il y a encore ce côté... Alors bien sûr qu'il y a la confidentialité à respecter et qu'il y a un secret professionnel, mais pour les acteurs... Ce serait plus logique que le secret, il soit après Bah le oui. message et non pas avant, quoi. Bien sûr. Parce que là, encore une fois, c'est nier vos compétences, vos connaissances. Ah oui, bien sûr. C'est un peu, accompagne, vas-y, construis-moi cette table. Enfin, construis-moi ce meuble, mais je te dis pas si c'est une table ou une étagère ou... Et même avec un bandeau sur les yeux. Voilà. Mais bon, ça c'est quand même vraiment rare et... Mais quand même, je tiens à le dire. Oui, c'est important de souligner toutes ces petites dissonances, j'ai envie de dire. Oui. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu des parents. Est-ce que toi, tu es en contact avec les parents ? Est-ce que tu les rencontres ? Est-ce que vous avez des échanges ou pas du tout ? Oui, alors pour ma part, je les rencontre... on peut les rencontrer parfois en réunion. On peut les rencontrer en ESS. On les voit au portail quand ils emmènent et récupèrent leurs enfants. Alors il faut savoir que c'est que quand on a commencé le métier, il y avait vraiment un côté strict par rapport à ça, où il fallait limite qu'on ne leur parle pas. C'était le discours qui était tenu en formation, donc ça paraît totalement incroyable de dire ça, sachant que les parents peuvent avoir des craintes. Alors bon, bien sûr ça se passe avec l'enseignant, mais c'est du partenariat, c'est un travail qui se fait en partenariat. Alors bon, bien sûr, l'enseignant est là pour parler des compétences et pour parler de cet aspect-là, mais c'est quand même important de pouvoir échanger un mot si le parent ressent le besoin. On peut le faire, mais c'est vrai que on nous déconseille de le faire. Bon, si on veut... On nous protège, mais on nous infantilise aussi un peu. J'ai envie de dire qu'on nous abêtit un peu aussi quand même. T'as l'impression, parce que t'as dit, au début c'était comme ça, au début de la formation on nous a inculqué ça, est-ce que maintenant t'as l'impression que ça s'assouplit ? Ça dépend de plein de paramètres. Bon, à savoir que l'école dans laquelle je travaille, le lien aux parents, il est très important. Donc ce n'est pas le cas et heureusement, nous pouvons échanger sans problème. Mais cela dépend de beaucoup de paramètres. D'accord. Donc c'est plus lié à chaque école un peu. Oui. Un petit peu, oui. D'accord. On va parler encore une dernière fois de quelque chose de difficile et après je te promets que les dernières questions seront plus sympas et plus positives. Qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile dans ce métier ? Le plus difficile dans ce métier, alors ce serait de faire face à des situations... Non, pas à des situations. Parfois des lois rigides. C'est la rigidité. C'est devoir assouplir quelque chose de rigide. On nous demande d'assouplir, d'adapter. C'est comme si on avait une grosse barre métallique et quand il y a des lois, quand il y a des choses, des choses clés et qu'on nous demandait d'en faire de la pâte à modeler et je parle pas des enfants, je parle de faire parfois avec les aléas des lois ou des arrêtés et puis même parfois avec les enfants, bien sûr, on nous demande parfois l'impossible. Enfin l'impossible. J'aime pas ce mot. On nous demande l'impossible dans tel environnement.
En fait, ce que tu dis, et c'est hyper important, je trouve ça vraiment essentiel, c'est que finalement, tu es confronté à des choses très dures, des enfants qui ont des défis vraiment lourds, pas faciles quoi. Et finalement, ce qui te pèse, c'est pas du tout ça. C'est le contexte. C'est l'institution. L'institution psychorigide. Et alors c'est rare, mais parfois certains comportements d'enseignants, mais c'est très rare. Heureusement, la plupart du temps, j'ai travaillé vraiment avec plein de personnes différentes, que ce soit des remplaçants, des personnes vraiment qui venaient de passage ou d'autres au contraire qui étaient indéboulonnables, qui restaient sur les établissements. Mais rarement, parfois, c'est de faire face à parfois des enseignants qui ne sont pas dans l'adaptation ou dans la volonté d'adapter, ou qui n'aiment pas le handicap ou qui en ont peur, ou alors qui ne respectent pas notre métier. Ça peut arriver malheureusement. C'est quand même rare, mais la bêtise est dans tous les métiers. Voilà, c'est ce côté-là. Et puis, bien sûr, la considération de nos politiciens. Parce que le challenge en soi, de relever des challenges, c'est boostant au quotidien. On a envie d'améliorer. Et il y a des très belles inclusions qui réussissent, heureusement. Même avec des handicaps très, entre guillemets, très lourds. Parfois, on arrive à faire plein de choses. Alors justement, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier ? Qu'est-ce qui pour toi fait vraiment sens ? L'aspect créatif, devoir se réinventer chaque jour, se remettre en question, dire là peut-être que je pourrais faire ça autrement, ou réajuster ça, ou peut-être que ce sera un autre moment, ou faire de telle autre façon, ou utiliser tel autre support, dire tiens il n'a pas aimé telle activité, donc est-ce que en faisant comme ça j'arriverai à lui faire faire. On essaie de ruser, c'est le côté ce côté challenge un peu. Il y a vraiment des compétences intellectuelles importantes si vraiment on a envie de s'efforcer de faire les choses pour l'enfant. Ok. Et ça pour toi c'est motivant? Tout à fait. Ça te nourrit? J'en ai un par exemple, c'est très compliqué de le faire travailler. J'y parviens. Il est autiste mais certainement haut potentiel. En petite section, il écrivait déjà des mots qu'il avait vus une fois quand les autres faisaient de la pâte à modeler et étaient sur de l'assemblage de mots mais sous forme de lettres mobiles. Lui écrivait des mots. Là en ce moment c'est compliqué de le faire travailler mais en arrivant à cerner un petit peu les centres d'intérêt ou à doser, où on arrive en écrivant la consigne, en lui mettant la main sur l'ardoise, des petites choses comme ça. Ou en citant le nom d'un personnage de dessin animé, on obtient toujours plus, ou en disant pour papa, pour maman, parfois ça passe par des petites choses, ou par des câlins, ou par... il y a plein de stratégies, où parfois on fait un à sa place, et puis il fait le deuxième, et puis après on fait plus rien du tout, et il fait tout, et on arrive à obtenir des choses. Il y a plein de... Ou en travaillant face à un miroir, ou on essaie de trouver des solutions. Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, que tu penses qu'il serait important de mentionner ? Non, on a fait le tour, je pense. Ok. On va parler de ton autre métier, qui, je pourrais dire métier passion. C'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour toi, qui te touche personnellement, c'est la tarologie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui. Alors la tarologie, à savoir que c'est le tarot, je fais ça avec le tarot de Marseille. Donc après il y a les cartésiens et les cartomanciens. Mais qu'on soit fin cartésien ou cartomancien, c'est très intéressant et en gros c'est lire l'avenir. Voilà, donc avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, donc il y a 22 lames avec lesquelles je travaille et j'aide les personnes mais différemment. Les personnes qui ne savent pas trop où elles en sont au niveau professionnel, sentimental, peuvent venir me voir, ou des ventes de maison, où est-ce que mon entreprise va marcher, c'est vraiment varié. Et la méthode que j'utilise, c'est la méthode d'un éminent tarologue qui s'appelle Florian Paris, qui est à Paris et qui a écrit des livres dans le monde entier, qui sont connus dans le monde entier. C'est une méthode assez logique où tout le monde en fait peut apprendre à décrypter un tirage. Et il y a 462 combinaisons, donc binômes. Et avec ces combinaisons de cartes, on a des informations. Donc tu consultes, tu réponds à des personnes qui ont des questionnements précis. Oui.
Et tu proposes aussi des formations Oui. Pour les personnes qui souhaiteraient apprendre eux-mêmes Oui, tout à fait, oui. Et pour les personnes qui souhaiteraient faire appel à toi pour une consultation ou peut-être pour répondre à certaines questions, où est-ce que tu souhaites les orienter ? Ils peuvent me contacter par Messenger ou par WhatsApp ou par mon numéro de téléphone. Et la consultation, c'est à mon domicile, chez moi à Villebois. D'accord. Je mettrai toutes les références dans les commentaires, comme ça ils auront juste à cliquer s'ils souhaitent te contacter. Voilà. Merci. Et à savoir que pour la MDPH, je rebondis sur mon ancien métier, il y a un binôme, c'est la Maison Dieu, parce que la Maison Dieu, c'est l'édifice, ça représente un édifice, et le mât, parce que le mât, il est entravé au niveau de sa jambe pour cheminer, donc le mât représente le handicap, donc la MDPH serait représentée par le binôme de la Maison Dieu et du mât. Voilà. D'accord. Et écoute, ça fait le lien, c'est intéressant. Oui, c'est un petit pont rigolo. Ouais, je salue cette bonne idée. Pour finir, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme recommandation culturelle ? Que ce soit un film, un podcast, un livre, de la musique, ce qui te parle et que tu aurais envie de partager. Il y en aurait tellement, mais dernièrement, j'ai lu une écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Digli. Je l'adore. Et alors, j'adore ses livres. Et elle a écrit un livre, Atteindre l'aube, qui est absolument magnifique, où elle parle d'une tante décédée et où elle retrace un peu son parcours de vie. Et c'est très littéraire, c'est accessible et à la fois très littéraire. C'est beau ce qu'elle écrit, elle a une âme de poétesse. Oui, c'est une vraie poétesse et d'ailleurs elle a écrit sur des poétesses Je serai le feu, qui est un très beau livre illustré de poétesses méconnues. J'aime beaucoup cette écrivaine. Bon après j'ai lu dernièrement Le Parfum de Patrick Sunskin, je sais pas si je prononce bien, qui est un livre incroyable où il y a une dimension entre presque paranormal, enfin même pas presque en fait, il y a une dimension surnaturelle et il y a plein de genres littéraires mêlés et j'ai beaucoup aimé par la diversité des genres littéraires de l'œuvre qui est le parfum, on le sent à chaque page et ça fait appel à une figure de style qui s'appelle je vais me souvenir du nom, quand on sent l'odeur, qu'on sent, alors je crois qu'on peut dire un tropisme mais il y en a une autre. On ressent vraiment et il y en a une autre et j'ai perdu le nom de cette figure mais c'est un livre qui est incroyable et que tu recommandes et que je recommande. Ok, écoute, je te remercie infiniment pour ce précieux comment je pourrais dire, témoignage, mais c'est presque un plaidoyer, je dirais. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments que tu nous as apportés. Pour moi, c'est vraiment une profession qui mérite d'être mieux connue, mieux considérée. Donc j'espère que ça aura un impact, que beaucoup de gens l'écouteront. J'espère aussi. Et si ça pouvait faire changer un tout petit peu les choses, ou au moins le regard de certaines personnes, ce serait super. Donc merci beaucoup encore. Peut-être qu'il faudrait leur mettre des AESH pour changer de regard. Peut-être. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Enfin, à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!